peut vraiment comprendre ce qu'est la Chine en comprenant ce qui s'est passé depuis un siècle, à partir de la guerre de l'opium, où la France et l'Angleterre, surtout l'Angleterre, a écrasé complètement la Chine, on a été humilié. Et ça, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Moi, je voulais commencer le film en 1911, c'est-à-dire au moment où l'arrêt des dynasties, l'arrivée de la Première République avec Sun Yat-sen et puis après Chiang Kai-shek. Et puis, quand j'ai rencontré ces Chinois, tous me disaient, mais ils parlaient tous de la guerre de l'opium, de l'humiliation que ce peuple avait vécue, alors que on a retrouvé par exemple des chiffres en 1822, la Chine représentait 40% du PIB mondial. C'est-à-dire jamais, même les États-Unis ont eu une telle puissance. Mais c'était loin, et puis ça se passait tellement bien qu'ils ont laissé tomber il y a longtemps leur marine de guerre, leur armée, c'était, et d'un seul coup, et on explique comment, quelque part, ce qui est très, très étrange, mais c'est compréhensible, que, en fait, c'est la religion qui a amené l'écrasement de la Chine, enfin, à cette période-là. C'est-à-dire que, par rapport à Copernic et Galilée, qui étaient en même temps des croyants, mais c'était des scientifiques, et donc ils étaient persuadés qu'il y avait une sorte de grand architecte qui avait fait le monde. Donc ils se sont mis à chercher, et ils ont inventé le langage de la technologie, des sciences, qui sont les mathématiques. Et à partir de là, l'Europe s'est extrêmement développée, et a une force militaire extrêmement importante, et c'est là où ils ont été en Chine, et ils ont écrasé la Chine, et ils l'ont pillée, ils l'ont massacrée. Et les Chinois ne veulent plus jamais que ça puisse recommencer. Hein, c'est pourtant pas du tout un pays impérialiste, mais en tout cas, ils veulent pas. Il n'y aura pas d'autre humiliation de la Chine, ça c'est certain. En tout cas, pendant quelques siècles. Forcément, je savais un jour ou l'autre que je voulais faire un film sur la Chine. Le problème, c'est de savoir quand j'allais le faire. Donc j'ai fait pendant 40 ans des films sur toutes sortes de sujets, et j'ai commencé sur l'éducation, le chinois, parfaitement. De toute façon, j'ai besoin d'avoir des gens avec moi qui le parlent très bien, en qui j'ai confiance. Donc en général, je prends par contre des gens qui ne sont pas du pays. C'est-à-dire en Chine, il est extrêmement important de ne pas prendre un chinois. Parce qu'on ne peut pas savoir. Il était forcément des services de renseignement, ou des choses comme ça. Ça n'aurait pas été possible, j'aurais jamais pu savoir vraiment comment ils me traduisaient les réponses. Et donc, ça va, il y a des Français. Le budget de la sécurité, vous avez entendu, le budget de la sécurité est plus élevé que celui de la défense. C'est un rare pays quand même qui a ça. Et c'est vrai que c'était très, très important, et je pense que ça a permis aussi un rapport de confiance entre les gens et moi, parce que c'était une Française qui était mon assistante, ma traductrice, qui vivait complètement en Chine depuis 20 ans, qui est parfaitement bilingue, qui connaissait, parce qu'elle travaille aussi dans le cinéma, dans le documentaire, donc elle avait aussi les contacts et tout ça. Et puis c'est vrai que, alors il y a d'autres choses qui m'ont permis d'avoir cette confiance, cette parole des Chinois, parce que là vous le voyez sur la fin, bien que là c'est la partie des dissidents aussi, des gens qui critiquent bon. Mais avant, on est quand même dans toute l'histoire maoïste, on est dans aussi toute l'arrivée de Deng Xiaoping, enfin c'est presque 10 ans par 10 ans, enfin à part Mao qui était. Mais en général, les pouvoirs changent de président tous les 10 ans, ce qui montre que c'est une dictature très particulière. Et donc c'est toute la partie quand même avec Deng Xiaoping de l'ouverture vraiment de la Chine au monde, mais avec Tiananmen, avec le massacre de Tiananmen quand même, qui reste une cicatrice absolument énorme au niveau de la Chine, et qui est loin d'être résorbée, et que malheureusement, c'est pour ça d'ailleurs, moi avant que le film soit diffusé sur Arte, j'ai envoyé une copie à l'ambassade de Chine. Je me suis dit, bon, autant de toute façon ils vont le voir, donc autant leur montrer le film. Je vais voir comment ils vont réagir. Et je leur ai demandé, je dis, voilà, regardez, et puis j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et 10 jours après, ils m'ont appelé, ils m'ont invité à déjeuner, et
voilà, ils m'ont dit, la première chose qu'ils m'ont dit, vous comprendrez naturellement que votre film, c'est impossible qu'il passe en Chine, mais il nous passionne complètement, vous nous avez bluffé complètement, je ne sais pas comment vous connaissez autant de choses sur la Chine, mais on ne peut pas dire, on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a une justesse, il y a une honnêteté par rapport à ce que vous traitez, parce que aussi forcément, à l'ambassade, en étant de Chine, je veux dire, c'est des intellectuels, des gens qui connaissent très bien l'histoire, bon, mais c'est pas le... Voilà, il y a le peuple, il y a ce qu'on dit dans le pays, mais... Et en plus, bon, il y a une chose qui était pour eux très importante, où là, ils ont vu qu'en effet, j'essayais d'être totalement honnête, c'est sur le problème du Tibet. C'est-à-dire ce qu'on ne sait pas, on sait très peu de choses sur le Tibet, donc c'est un des prochains films que je ferai, parce que je pense qu'il faut mettre à plat ce problème du Tibet, qui est une cicatrice, enfin quelque chose de très, très dur aussi, et une sorte d'opposition entre l'Occident et la Chine, qui ne se résout pas. On est propagande contre propagande. Propagande et contre-propagande, et qu'on a montré, notamment quand la Chine, en 59, enfin, oui, a commencé en 50, entre 50 et 59, donc juste après l'arrivée de Mao au pouvoir, que la Chine est devenue communiste, comme en tant que communiste et tout ça, il a dit, moi je veux, c'est toute la Chine doit être communiste, et donc ils envoyaient les armées chinoises, mais pas d'une manière au départ violente. Ils sont allés, c'est vrai qu'ils sont venus en nombre, mais il y a eu ce qu'on ne sait pas, c'est que le Dalai Lama, celui qui est toujours aujourd'hui, qui était à l'époque le Dalai Lama aussi, je veux dire, était très, très intéressé par le marxisme. Il dit lui-même, j'ai sûrement le seul bouddhiste marxiste, et il avait même fait des poèmes à la gloire de Mao Tse-tung, que le Dalai Lama est devenu vice-président de l'Assemblée populaire, ce qu'on ne sait jamais, ce que l'Occident, c'est-à-dire le numéro 2 de l'État chinois, je veux dire, donc c'est des choses étonnantes. Bon, et alors, toute l'histoire, la vraie histoire, c'est que c'est après la guerre de Corée, donc où là, c'était une violence entre les États-Unis et la Chine par rapport, et puis la Russie et la Corée du Nord, qui a fait énormément de morts, et même Mao a perdu son fils aîné. Il y avait cette tension, et donc les Américains, à partir de là, alors qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes au niveau de la gauche américaine, par exemple, au niveau du Parti communiste, à partir de 1920, il y avait beaucoup de gens, que ce soit Hemingway, que ce soit les journalistes, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, mais bon, je veux dire, des gens très, très célèbres, je veux dire, aux États-Unis, de la gauche américaine, qui allaient soutenir Mao. Enfin, pour eux, c'était un nouveau monde qui était en train de se faire. Et donc les États-Unis, à partir de la guerre de Corée, on dit de toute façon, maintenant c'est fini, c'est les ennemis. Et donc ils ont décidé d'attaquer en fait la Chine par le Tibet. Et donc ils ont formé une armée tibétaine pour battre l'armée chinoise. Et ils ont été jusqu'à emmener des centaines de Tibétains au Nevada, dans les montagnes du Nevada, parce que ça ressemblait un peu aux conditions du Tibet, pour les former en tant que militaires. Ils ont fourni des armes et des choses comme ça. Donc du coup, là, c'est devenu extrêmement violent, aussi par rapport à des erreurs des Chinois qui ont abattu des temples et des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, je veux dire, on était en plein servage au Tibet. Je veux dire, souvent, on est dans le truc, ouais, les Tibétains, ils sont gentils, ils sont pas là. Je veux dire, pas du tout. Je veux dire, c'était même l'esclavage. Dans beaucoup d'endroits, il y avait encore de l'esclavage. C'était une théocratie extrêmement violente. Donc vraiment, je veux dire que c'était logique par rapport à un État communiste laïque. Je veux dire, il n'y a pas, on n'est pas contre que les gens croient en des choses, mais parce qu'il y a des bouddhistes aussi partout en Chine, il y a des... voilà, il y a aussi des taoïstes, et puis il y a des chrétiens depuis longtemps, parce que les prêtres sont venus pendant la guerre de l'opium essayer de faire des choses, les protestants et tout ça, mais ils ont dit, le pouvoir religieux n'aura jamais un pouvoir politique, qui doit avoir séparation totale, et comme le pouvoir religieux tibétain avait en même temps le pouvoir politique, ça ne pouvait pas aller, et donc c'est devenu extrêmement violent entre les deux,
Alors ça ne veut pas dire, c'est pas le problème d'excuser aussi la politique chinoise par rapport au Tibet, parce que je crois qu'ils font des grosses conneries quand même. C'est vrai que ce qu'on dit dans le film, dans cette partie-là aussi, on a vu au moment avant les Jeux Olympiques comment ils essayent par l'ethnie en fait, ils envoient des millions de personnes. Il faut savoir que ce que voudraient les Tibétains, c'est avoir l'indépendance du Tibet historique, ce qui représente à peu près entre un quart et un tiers de la Chine, de l'ensemble de la Chine, pour 6 millions de personnes. Pour le reste, c'est 1,5 milliard. Parce qu'on dit souvent 1,3 milliard, 1,4 milliard, en fait, si on compte comme ils ont droit qu'à un enfant, malheureusement, de fait, surtout à la campagne, il n'y a pas un enfant, mais 2 et 3, il y a encore 4, et donc on cache les enfants. Donc de vrais enfants, il y a à peu près 1 million d'enfants fantômes chinois qui existent. Donc ils sont déjà 1,5 milliard. Voilà, plus tous ceux qui sont, vous savez comment ils inondent le monde. Je veux dire, on n'est pas loin, dans un cartel 19e aussi, sans parler du 13e et puis partout. Donc voilà, c'est pour ça que je veux faire un film vraiment sur le Tibet, pour essayer des deux côtés, essayer de remettre à plat les choses, parce que c'est très dommage, parce que là, ça joue contre le Tibet, qui est cette position en même temps un peu utopique, un peu jolie du Tibet, et oublier aussi l'historique un peu de ce qui s'est passé, et que voilà, il y a des n'empêche que pendant... c'est-à-dire, j'ai pas eu trop de surprises, mais quand même on découvre autre chose, parce que ce qui était pour moi très important quand même, et ce que permet une caméra, même si j'avais fait des repérages, j'avais rencontré un certain nombre de personnes, mais petit à petit c'est le tournage. Je disais à mon assistante, je veux telle personne sur telle problématique, parce que je voulais traiter tout. Bon, c'était un peu de la folie, mais et on m'a dit, en effet, il y a rien qui est oublié d'important, donc en 3 heures, vous avez vraiment une histoire assez incroyable. Enfin, on voit toutes les horreurs et les choses étonnantes de la Chine. Alors, c'est vrai qu'on voit que c'est pas un pays tendre, la Chine, mais il y a déjà une chose que là, les Occidentaux ne comprennent pas, c'est que par rapport à l'idéologie communiste maoïste, et par rapport à l'Occident, il y a deux choses très différentes. Et pourtant, ça se ressemble quand on en parle. Il y a les droits de l'homme en Occident, et en Chine, il y a les droits des peuples. Alors, l'Occident dit, c'est l'individu doit être libre, et si tous les individus sont libres, c'est une très belle société. C'est une société démocratique et tout ça. Et les Chinois disent, non, c'est le peuple, dans son ensemble, qui doit être libre. En tout cas, c'est ça, on doit se battre pour la liberté du peuple, et de fait, les individus seront libres à nouveau. Le problème, c'est qu'il faut voir quand même que la Chine est un pays, malgré que ça soit la seule, en fait, la seule grande culture, je veux dire, qui a 5000 ans d'existence, et qui existe toujours. Je veux dire, aujourd'hui, si on parle des grandes... ouais, il y a vraiment... on peut voir la Grèce, on sait ce qu'elle est aujourd'hui, on peut voir l'Italie, on voit ce que c'est, on peut voir l'Égypte, on voit ce que c'est. Je veux dire, la Chine est redevenue, en effet, une puissance, et elle va devenir la première puissance mondiale. Ça, de toute façon, ça, c'est un